Alors, je veux euh, annoncer l'autre orateur. Merci, Pablo. On va demander Kotaro Ono. Est là? Oui, c'est bon. Je suis là. Ah oui. Bonjour, Kotaro. Bonjour. Je vais vous présenter Kotaro Ono de l'Université Paris 1. Hein? Il est un chercheur indépendant. Actuellement, il a 3 activités différentes. Hein? La première, la recherche de la philosophie française, surtout la philosophie de Bergson. Hein? Il est docteur en philosophie, thèse soutenue 2016 à l'Université Paris 1. Concernant le rapport entre deux sources de la morale et la religion de Bergson, il débat sur la science des mœurs et au début du XXe siècle. Hein? Elle a fait une contre-traduction de deux sources de la morale et de la religion en japonais avec Masato Goda, publié en 2015. Traduction, édition des ouvrages d'Auguste Comte, qui est en cours. La deuxième activité, c'est l'étude sur les tendances technologiques et politiques de la technologie de l'information et de la communication en Europe depuis 2009. L'étude sur l'industrie de la communication satellite en Europe pour l'organisme japonais de recherche 2022. Et la troisième activité, c'est l'éthique des sciences et des technologies en formation, diplôme universitaire de l'Université catholique de Lyon depuis 2021. C'est bon. Kotaro Ono nous présentera une communication dont le titre est « Dans quel sens la philosophie de la technique est-elle biologique chez Bergson ?» C'est ça, la parole est à vous, Kotaro. Oui, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas intervenu dans un colloque sur la philosophie, et donc ça me fait grand plaisir d'être ici. La question qui m'intéresse avant tout, c'est la question sur le rapport entre la biologie et la sociologie chez Bergson. J'ai travaillé sur la morale dans ma thèse et depuis quelques années, je travaille sur la technique. Et pour ce sujet, je m'intéresse aussi à Georges Canguilhem, Gilbert Simondon, Marcel Mauss et Auguste Comte. Aujourd'hui, je fais une présentation de la philosophie, de la technique de Bergson dans l'aspect biologique, parce que l'aspect biologique, c'était bien comme le point de départ de la recherche. Après, j'ai fait... en fait, j'ai une laryngite depuis 2 semaines, donc j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai préparé une présentation. Est-ce que vous pouvez partager ou pas? Vous pouvez partager l'écran, je pense. Oui. Allez-y. Voilà. Merci. C'est bon? Oui. Voilà, c'est bon. Allez. C'est juste... donc, il y a 4 parties dans ma communication. Donc, introduction, après deux parties et conclusion. À la référence des ouvrages de Bergson, peut-être vous connaissez tous bien. Alors, je commence. Alors, un recueil d'articles en anglais, French Philosophy of Technology, paru en 2018, montre qu'il existe plusieurs courants philosophiques sur la technique en France. Dans son introduction, la philosophie de Bergson est présentée comme étant l'une des sources majeures des philosophes intellectuels français qui réfléchissent sur ce sujet.
Elle est l'un des courants de la philosophie de la technique, à savoir celui de la philosophie biologique de la technique. Certes, dans l'évolution créatrice de Bergson, la technique est présentée comme une fonction biologique, car les instruments fabriqués et artificiels, ils sont considérés comme des organes qui prolongent la fonction des organes du corps de l'être vivant pour agir sur la matière inerte et s'adapter à circonstances. La technique est ainsi considérée comme un phénomène biologique. Mais cependant, sa philosophie de la technique serait-elle simplement biologique? Citons une phrase très célèbre, extraite de l'ouvrage Les deux succès, l'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. Ici, les progrès qui écrasent l'humanité sont des progrès matériels, c'est-à-dire le développement de la mécanique entraînée par la technique et la science. Et pourquoi la technique qui permet à l'homme de s'adapter au monde extérieur menacerait-elle la survie de l'humanité contrairement à sa fonction originaire? Alors, dans l'article Ethics of Technology Influence, issu de l'ouvrage French Philosophy of Technology, Jean-Yves Goffy remarque cette difficulté de la philosophie biologique de la technique. Espinas and Bergson, despite very different assumptions, have pointed out that the technology is deeply rooted in biology, or perhaps rather in a vital impulse. To borrow an expression from another philosophical idiom, they viewed technology as a form of life. Much of contemporary French discussion of ethics and technology revolves around this issue. Can this form of life stay under control, or in other words, it is really form of life or the form of uncontrollable power hostile to life? Ce sujet est en effet abordé par Bergson dans les deux sources. Il est bien conscient que les instruments artificiels sont incontrôlables ou plutôt difficilement contrôlés. Deux questions se posent alors. Dans quel sens la philosophie de la technique de Bergson est-elle biologique? Pourquoi les instruments artificiels sont-ils difficilement contrôlés bien qu'ils soient originairement fabriqués pour résoudre des problèmes vitaux? Dans cette communication, afin de répondre à ces deux questions, je me propose de tracer l'évolution de la philosophie de la technique chez Bergson depuis l'évolution créatrice jusqu'aux deux sources. En effet, après la Première Guerre mondiale, ces réflexions sur la technique ont été approfondies et dans les deux sources parues 1932, il a abordé la question d'une grande difficulté pour l'humanité causée par la technique. D'abord, afin de répondre à ma première question, je présenterai rapidement deux éléments essentiels de la théorie de la technique dans l'évolution créatrice. Les instruments artificiels comme moyen d'action sur la matière inerte et leur effet sur l'homme. Ensuite, afin de répondre à ma deuxième question, j'analyserai l'évolution de la philosophie de la technique entre la philosophie créatrice et deux sources. Enfin, cette étude nous mènera à aborder la question du pessimisme et l'optimisme. Alors, avec une loi biologique, la loi de Frénégie, la philosophie biologique de la technique de Bergson écarte une tendance pessimiste pour soutenir un certain optimisme. Alors, la première partie, Bergson n'utilisant pas les termes techniques, art ou technologie dans l'évolution créatrice, on peut se demander s'il existe vraiment une théorie sur la technique dans cet ouvrage. Alors, prétend dire au contraire que la technique n'a pas été traitée comme un sujet de réflexion philosophique dans cet ouvrage. Il est en effet difficile de le dire car il y souligne l'importance des outils et machines pour la société et l'humanité. Selon lui, notre vie sociale gravite autour de la fabrication et de l'utilisation d'instruments artificiels et la machine à vapeur servira à définir un âge comme le bronze ou la pierre taillée. Dans cette communication, afin de limiter le sujet, je voudrais principalement étudier ces réflexions sur des instruments artificiels comme outils et machines, c'est-à-dire celles sur leur invention, leur fabrication et leur utilisation, ainsi que leur effet sur l'homme. Et je voudrais maintenant présenter sa pensée technique en suivant deux idées, les instruments artificiels comme moyen d'action sur la matière inerte et leur effet sur l'homme. Alors, le premier élément essentiel de la philosophie de la technique de Bergson, c'est-à-dire les instruments artificiels comme moyen d'action sur la matière inerte, est lié
à la définition de la vie à celle de l'intelligence chez Bergson. Selon lui, la vie manifestée par un organisme est à nos yeux un certain effort pour obtenir certaines choses de la matière brute. Et l'intelligence est une des deux méthodes différentes d'action sur la matière inerte. Et l'autre méthode étant l'instinct. Du point de vue biologique, l'intelligence est donc destinée à agir sur la matière inerte. Il existe trois aspects importants dans une telle idée. L'homo faber, la transformation de la matière en organe, c'est-à-dire l'organologie, et le processus créateur de l'invention. Premièrement, l'homo faber est une notion que Bergson propose parallèlement à une notion connue, l'homo sapiens, pour définir la notion d'intelligence. La fonction principale de l'intelligence est de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils, à faire des outils dont varier indéfiniment la fabrication. L'intelligence agit sur la matière en fabriquant et en utilisant des instruments comme moyens, à la différence de l'instinct qui emploie des instruments naturels, à savoir des organes naturels. Bergson utilise aussi les mots solution et problème afin de caractériser le rôle de l'intelligence. En effet, l'intelligence c'est l'une des deux solutions qui existent dans la vie pour résoudre les problèmes posés par sa circonstance, par exemple, pour se défendre contre ses ennemis, contre le froid et contre la faim. Les instruments artificiels sont ainsi originairement fabriqués pour s'adapter au monde extérieur. Et la fabrication des instruments, les instruments eux-mêmes, sont donc biologiques du point de vue de leur origine et leur destination. Je voudrais ajouter que Bergson ne remplace jamais l'homo sapiens par l'homo faber. L'homo sapiens caractérise toujours l'homme. Mais l'homo faber est précédé de l'homo sapiens. Je cite l'introduction de la pensée à mouvement, et le mouvement, l'homo sapiens est né de la réflexion de l'homo faber sur sa fabrication. Deuxièmement, selon Bergson, la fabrication des instruments artificiels consiste à transformer la matière en organe artificiel. Geoffrey Canguilhem a situé une telle philosophie de la technique de Bergson dans la tradition de l'organologie. Selon Canguilhem, Bergson a considéré l'invention mécanique comme une fonction biologique, un aspect de l'organisation de la matière par la vie. L'instrument artificiel est aussi considéré comme le prolongement de l'organisme naturel. L'organologie constitue ainsi un autre aspect de la philosophie biologique de la technique de Bergson que l'homo faber. Or, il résulte d'une telle organologie encore une autre caractéristique biologique de la technique. L'instrument artificiel ne pourrait-il pas être considéré de deux points de vue différents, intérieur, c'est-à-dire simple, et extérieur, c'est-à-dire complexe, de même que l'instrument naturel est considéré de ces deux points de vue. L'instrument artificiel, comme la machine, est complexe du point de vue de la structure, alors qu'il est simple du point de vue de la fonction. Selon l'organologie bergsonienne, la fonction de l'instrument artificiel est simple. Ainsi, la technique est simple du point de vue de la fonction. Troisièmement, selon Bergson, l'invention des instruments dans ce cas-là de créateur est incompréhensible pour l'intelligence. Je voudrais évoquer l'article de Bergson, L'effort intellectuel, publié en 1902 pour la première fois dans la revue philosophique de la France et de l'étranger, et de nouveau publié en 1919 avec des modifications dans l'énergie spirituelle. Dans cet article, Bergson explique le processus psychologique de l'invention, y compris celui de l'invention de la machine, par le mouvement entre le schéma dynamique et les images. Selon lui, le schéma dynamique n'est pas le même ordre de représentation psychologique que les images solides. Il critique ainsi la psychologie intellectualiste qui réduit toutes les représentations psychologiques, y compris le schéma dynamique, aux images. On comprend pourquoi Bergson dit dans l'évolution créatrice que l'intelligence ne peut pas saisir l'invention dans ce qu'elle a de créateur, car elle ne voit pas le schéma dynamique. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de l'effort intellectuel, qui a été bien modifié après 1902, il considère ce processus psychologique de l'invention comme l'exemple le plus abstrait et par conséquent aussi le plus simple de matérialisation croissante de l'immatériel qui est caractéristique de l'activité vitale. En ce sens, le processus de l'invention mécanique est biologique. Nous venons de voir le premier élément de la
philosophie de la technique de Bergson, l'invention, la fabrication, l'utilisation des instruments et les instruments eux-mêmes sont ainsi considérés du point de vue biologique dans plusieurs sens. L'origine, la destination, l'organisation de la matière, la simplicité et le processus créateur. Leur invention, leur fabrication, leur utilisation ne sont pas considérées seulement comme des activités intellectuelles, elles sont des activités vitales pour agir sur la matière inerte. En d'autres termes, elles sont des tâches assignées à l'intelligence par la vie, et les instruments sont des résultats de l'industrie de l'être vivant. Alors, passons maintenant à un autre élément essentiel de la philosophie de la technique de Bergson, l'effet des instruments artificiels sur l'homme. Alors, les instruments artificiels ne prolongent pas seulement la fonction des instruments naturels. Ce qui distingue les instruments artificiels des instruments naturels, c'est que les instruments artificiels réagissent sur l'homme qui les fabrique. En effet, après la satisfaction des besoins, il crée de nouveaux besoins à l'homme et cet effet lui permet d'élargir un champ d'activité. Je cite, surtout l'instrument fabriqué réagit sur la nature de l'être qu'il a fabriqué, car en l'appelant à exercer une nouvelle fonction, il lui confère, pour ainsi dire, une organisation plus riche, étant un organe artificiel qui prolonge l'organisme naturel. Pour chaque besoin qu'il satisfait, il crée un besoin nouveau et ainsi, au lieu de fermer, comme l'instinct, le cercle d'action où l'animal va se mouvoir automatiquement, il ouvre à cette activité un champ indéfini où il la pousse de plus en plus loin et la fait de plus en plus libre. Les instruments réagissent sur l'homme en créant des nouveaux besoins et pour les satisfaire, l'homme invente de nouveaux instruments. On peut ainsi dire que la philosophie de la technique, dans la philosophie de la technique de Bergson, l'homme est central, mais l'objet technique l'est également. Et, ah oui, Catherine Zanfi, dans son article, La machine dans la philosophie de Bergson, a déjà remarqué l'importance de l'effet des instruments sur l'homme. Je suis heureux de citer son article ici. Alors, une telle expérience vécue de l'effet des objets techniques, que l'on peut appeler expérience technique, est biologique parce qu'elle est universelle pour l'homme et que les nouveaux besoins lui permettent d'élargir le champ d'action. Cependant, l'expérience technique explique aussi le statut particulier de l'homme parmi les êtres vivants, car l'interaction entre l'homme et les instruments artificiels diffère l'activité de l'homme de la nature. Alors, je voudrais enfin ajouter que l'expérience technique suggère des différences entre les objets naturels et les objets artificiels, comme les œuvres d'art et les objets techniques. En effet, selon Bergson, d'une part, les choses naturelles comme la montagne causent certains états d'âme, et cette action pousse simplement l'homme à agir pour répondre aux besoins naturels. D'autre part, une vraie musique suscite de nouveaux sentiments et des instruments artificiels provoquent de nouveaux besoins. Même des idées nouvelles et des sentiments nouveaux. Ainsi, il existe une différence importante entre les objets naturels, les objets artificiels, comme les œuvres d'art, les instruments techniques, bien que tous les deux objets apparaissent autrement pour les artistes. Il est d'ailleurs possible de comparer l'expérience technique avec l'expérience artificielle, la rencontre avec l'œuvre d'art, même l'expérience morale, c'est-à-dire l'appel du héros. Bon. Je crois que l'expérience technique, c'est intéressant, mais je n'ai pas pu approfondir aujourd'hui. Alors, j'ai présenté deux éléments de la philosophie biologique de la technique de Bergson, les instruments artificiels comme moyen d'action sur la matière inerte et leur effet sur la homme. Ce qu'il faut retenir, c'est que Bergson ne fait pas attention à la distinction entre le besoin réel et le besoin artificiel, mais il devait approfondir ce point après la Première Guerre mondiale. Et la deuxième partie, alors, la deuxième question que j'ai posée au début de ma communication, c'était la suivante. Pourquoi les instruments artificiels sont-ils difficilement contrôlés?
bien qu'il soit originairement fabriqué, peuvent résoudre des problèmes vitaux. Pour répondre à cette question, je voudrais analyser l'évolution de la philosophie de la technique de Bergson suivant ces 4 points. A, le corps démesurément grossi. Voilà. B, le besoin artificiel, la loi de Debré-Frénégy. C, le rapport entre la technique et la science. D, le pessimisme et l'optimisme. Alors, A, la philosophie de la technique de Bergson a évolué entre l'évolution créatrice et les deux sources. On remarque souvent l'influence de la Première Guerre mondiale sur ce dernier livre, avec, par exemple, l'introduction de la distinction entre le clos et le verre. On peut également trouver de nombreuses réflexions sur le rapport entre la guerre et la technique dans le chapitre 4 des deux sources. Or, selon son diagnostic, les redoutables problèmes sociaux, politiques internationaux naissent de l'écart entre le corps démesurément grossi de l'humanité et son âme qui reste petite par rapport à son corps. Il est facile de voir dans l'idée du corps démesurément grossi un prolongement de l'organologie développée dans l'évolution créatrice. Dans ce livre de 1907, il s'agit de l'organe, alors que dans les deux sources, il s'agit du corps, qui est l'ensemble des organes, en plus celui de l'humanité entière. Et le corps de l'humanité, il apparaît comme une action simple sur la matière, grâce à la vision philosophique qui saisit un organe comme un acte simple. Or, les deux sources, Bergson souligne que les organes artificiels ne répondent pas tous aux besoins réels. Il existe même des organes nuisibles à l'humanité. Le problème est que toutes les fonctions du corps devraient être utilisées au profit de toute l'humanité, mais en réalité, elles ne le sont pas. En effet, ce corps ne peut pas se contrôler par lui-même. Le supplément de l'âme est nécessaire pour contrôler le corps. B. Alors, pourquoi le corps de l'humanité a-t-il grandi autant? Dans l'évolution créatrice, Bergson constate que l'effet des objets techniques sur l'homme fait le sortir du champ d'activité fermé par la nature en créant de nouveaux besoins. Dans les deux sources, d'une part, Bergson attribue la cause capitale du progrès technique et scientifique dans l'existence des ennemis extérieurs. C'est la menace de la guerre qui a fait progresser cette technique de la science et qui a commencé le processus de la civilisation de la société. D'autre part, Bergson ne mentionne pas explicitement l'interaction entre l'homme et les instruments artificiels. Cependant, dans son chapitre 4, comme il dit que l'invention mécanique est orientée par le besoin artificiel et qu'elle crée de nouveaux besoins, on peut dire que l'idée de l'interaction entre l'homme et les instruments artificiels est présente. Dans cet ouvrage, Bergson montre que l'interaction entre l'homme et les instruments est sous l'influence des 12 tendances biologiques. La simplification, la complication de la vie, manifestée selon la loi de Debré-Frénégy, qui est une loi biologique. La simplification de la vie va à l'ascétisme, alors que la complication de la vie va à la vanité. D'après Bergson, sous la tendance à la complication de la vie, le machinisme a commencé son développement depuis le XIVe siècle ou le XVIe siècle, et il est en train d'écraser l'humanité en constituant un corps énorme. Autrement dit, les besoins artificiels ont commencé à orienter le développement du machinisme en négligeant les besoins réels. Alors, il faut remarquer que Bergson précise le rapport entre la technique et la science sur ce sujet. Il existe deux aspects importants dans ce rapport. Premièrement, d'une part, Bergson reconnaît une contribution considérable de la science au progrès des machines, et d'autre part, il souligne que l'esprit d'invention mécanique et la science sont séparables. Bergson cite d'ailleurs l'exemple de la machine à vapeur, celle-ci qui a fait une révolution dans l'industrie, s'est inventée sans considération théorique. La technique n'est pas une simple application de la science. Deuxièmement, ce n'est pas la science qui suscite de nouveaux besoins, amène la vie vers la complication. La science renforce la technique, mais la science donne à l'invention technique uniquement ce que celle-ci exige. Ce n'est donc pas directement à cause de la science que la vie se complique. L'influence de la science sur le développement du machinisme est importante, mais indirecte. D.
Si la complication de la vie qui fait gémir l'humanité était une tendance biologique, ne pourrait-on pas dire que la vie s'écraserait elle-même? Existerait-il donc une tendance autodestructive de la vie? D'ailleurs, l'on ne sait jamais si l'on peut s'en finir avec cette tendance, car cela dépend de la décision de l'humanité. Bergson serait-il pessimiste? Non, c'est le contraire. En effet, Bergson introduit la loi de double énergie afin d'éviter à la fois l'optimisme qui croit superficiellement au progrès humain, accompli par la technique et les sciences, et un fatalisme et un certain pessimisme selon lesquels une force irrésistible pousse l'humanité à la satisfaction de ses désirs les plus grossiers. Selon Bergson, c'est tant que la tendance à la complication de la vie biologique, déterminée selon la loi de double énergie, que l'on peut ne pas être pessimiste, car on sait que cette tendance pourrait s'arrêter et qu'une autre tendance, celle à la simplification de la vie, attend le moment où elle pourra se manifester. En effet, le moteur qui entraîne la complication de la vie jusqu'au bout, ce n'est que la vanité, et comme c'est à cause de la vanité, cette tendance peut disparaître d'un coup. Ce qui s'explique biologiquement, c'est non seulement le développement exorbitant du machinisme, mais aussi son arrêt potentiel. Sinon, on ne saurait s'il peut s'arrêter un jour ou pas. Ou plutôt, en le regardant dans les yeux, l'on croirait naturellement qu'il continue éternellement. Selon la philosophie de la durée de Bergson, l'avenir est imprévisible. L'avenir est imprévisible. La loi de double frénésie est complémentaire à l'imprévisibilité de la durée. Et cependant, le développement exorbitant du machinisme ne s'arrête jamais tout seul. Il s'arrêtera uniquement lorsque l'humanité l'aura décidé. C'est le mysticisme optimiste qui doit être à l'origine de la prise de décision. Selon Bergson, les bienfaiteurs de l'humanité sont de grands optimistes qui commencent par supposer résolu le problème à résoudre. Ainsi, ne pourrait-on pas dire que la loi de double énergie n'est sans doute pas optimiste parce qu'elle montre que rien n'est décidé, mais elle soutient l'optimisme du grand optimiste en écartant à la fois l'autre optimisme et le pessimisme. Et la conclusion, alors, dans quel sens la philosophie de technique de Bergson est-elle biologique? Pourquoi les instruments artificiels sont-ils difficilement contrôlés, bien qu'ils soient originairement fabriqués pour résoudre des problèmes vitaux? Ce sont les questions que j'ai posées au début de ma communication. Afin de répondre à la première question, j'ai dégagé deux éléments de la philosophie de la technique de Bergson dans l'évolution créatrice, les instruments artificiels comme moyen d'action sur la matière inerte et leur effet sur l'homme, et j'ai trouvé comme des caractéristiques biologiques de la technique les points suivants: l'origine, la destination, l'organisation de la matière inerte, la simplicité, le processus créateur et l'expérience de l'effet des objets techniques. Afin de répondre à la deuxième question, j'ai retracé l'évolution de la philosophie de la technique de Bergson depuis l'évolution créatrice jusqu'aux deux sources. Ce sont surtout la notion de besoin et la loi de double frénésie qui sont importantes. Dans l'évolution créatrice, Bergson remarque que les instruments artificiels réagissent sur l'homme en suscitant de nouveaux besoins, cependant qu'il n'y insiste pas sur la distinction entre le besoin artificiel et le besoin réel. Dans les deux sources, Bergson explique le développement exorbitant du machinisme et son arrêt potentiel par la loi de double énergie avec deux tendances biologiques. La tendance à la complication de la vie pousse les hommes à poursuivre la satisfaction des besoins artificiels. Alors, ce qui est important, c'est qu'il souligne ici l'arrêt possible du développement du machinisme plutôt que son mouvement. La loi de double frénésie nous permet d'éviter le pessimisme et l'optimisme superficiel. Ainsi, la philosophie biologique de la technique de Bergson soutient l'optimisme du grand optimisme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kotaro. Je ne sais pas si Oui, arrêtez le partage. Adjulis. Ah oui, c'est bon. Merci à vous. On va faire
ouvrir pour les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Émile, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je dis salut pour ce thème. Parce qu'il est temps que, avec les problèmes du transhumanisme non américain qui s'abat sur notre monde actuellement, on commence à réfléchir sur la technoscience vue par Bergson. Et je crois que c'est ce qui est fait. Et nous avons d'autres étudiants de très bon niveau qui ont réfléchi sur la question de la technique en faisant des comparaisons. Je crois que c'est très bien. Vraiment, on n'est pas là pour apprécier, mais on est quand même captivé par la qualité et l'organisation de cette communication qui est très actuelle par rapport à l'actualité scientifique, même, n'est-ce pas, le rapport entre la technique et la vie de l'homme et la vie des êtres, aussi bien végétaux, animaux, que du point de vue de l'homme lui-même. J'aimerais quand même, chers collègues, vous demander si, pour justifier et demeurer davantage bergsonien, il n'était pas bon de chercher le caractère biologique de la philosophie de la technique chez Bergson à partir de la notion d'élan vital et d'évolution de la vie. C'est vrai, vous avez touché à l'œuvre qui en parle, c'est-à-dire l'évolution créatrice, mais en vous inspirant plutôt de la dimension matérielle de la technique et de la dimension matérielle du dualisme bergsonien des deux sources, au lieu de vous appuyer sur ce que Worms a appelé les deux sens de la vie. Et ça pourrait vraiment éclairer davantage votre exposé. C'est une suggestion, n'est-ce pas, de réimprégnation de cette théorie dans l'élan vital et dans l'évolution de la vie chez Bergson. Parce que justement, la théorie de l'évolution de la vie montre que l'intelligence même qui est plus adaptée pour penser la technique que toute autre chose, disons l'instinct par exemple, l'intuition, est justement un dépôt de l'évolution. C'est un dépôt de l'évolution de la vie. Donc la vie là devient vraiment englobante et Frédéric Worms a bien montré dans son livre il y a quelques années déjà, dans les deux sens de la vie. En quoi ce serait intéressant. Donc c'est ma première question, mais ma première suggestion pour donner davantage à votre présentation vraiment une assise fondamentalement bergsonienne. Alors, la deuxième remarque serait sur on parlait de l'optimisme. Est-ce que l'optimisme chez Bergson, qui jaillit donc après la théorie du mysticisme, justement, est-ce que cet optimisme-là ne se justifie pas aussi par sa philosophie même de la vie? La vie qui, dans son évolution, transforme tout obstacle en moyen et ne connaît pas finalement d'arrêt. Parce que l'évolution de la vie ne s'arrête pas. Certaines espèces vont connaître la torpeur, mais la vie va se débrouiller pour atteindre la catégorie humaine et continuer la création. Et l'homme va donc, comme une sorte de démiurge, continuer l'élan vital que la matière aurait pu stopper. Voilà vraiment mes deux remarques qui sont des contributions à l'enracinement de cette très belle communication, je dis bien très belle communication dans le bergsonisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre remarque et vos questions. Donc pour le transhumanisme, je m'intéresse beaucoup au transhumanisme parce que le transhumanisme est de plus en plus réel. Donc, il faut se préparer avant l'arrivée massive de transhumanisme. Et Bergson montre bien que, comment dire, la technologie ne peut pas se contrôler par elle-même, pardon. Donc, il faut une autre chose que la technique. Voilà. Allez, et pour l'optimisme, et vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas vraiment le temps d'approfondir et expliquer ce qui est l'optimisme
bergsonien. Et donc l'optimisme du grand optimiste, c'est que donc c'est le grand optimisme, c'est quelqu'un qui donc comment dire, selon son expression, c'est quelqu'un qui, pardon, oui, c'est Qui ne quelqu'un connaît qui, pas d'obstacle. c'est ça, commence par supposer résolu le problème à résoudre. Donc c'est juste, c'est une expression de Bergson. Ouais, c'est bien ça. Et C'est c'est ça. ça, mais ça veut dire, vous avez vraiment raison de dire que quelqu'un qui ne connaît pas d'obstacle, il a une vision simple et intuitive. Donc, c'est ça. Donc, je crois que vous avez vraiment raison. J'ai pas vraiment d'expliquer ça dans ma communication. Après, pour la deuxième question, la suggestion, c'était donc je n'ai pas très bien compris votre idée. C'est Oui. que vous pouvez. C'était pour vous donner davantage d'arguments personnels pour justifier le caractère biologique de la philosophie de la technique chez Bergson. Oui. Je vous suggérerais de partir plutôt, au lieu de partir de la matière et de la spatialisation, de partir plus de l'élan vital, de la théorie de l'élan vital qui engendre l'évolution de la vie. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, vous savez, mon point de départ, c'est que la définition de la vie chez Bergson. Quelle est la définition de la vie chez Bergson? C'est un effort pour obtenir certaines choses de la matière brute. Donc, c'est un effort. Donc, la vie, c'est un effort. Et bon, c'est là que j'ai pas dit que j'ai pas utilisé la notion de, j'ai pas parlé de la, comment on dit, j'ai pas parlé de l'élan vital, mais j'ai plutôt parlé de l'effort. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, dans l'article de l'effort intellectuel, j'ai cité l'effort intellectuel, mais là, Bergson vraiment parlait de l'idée de l'effort. Et c'est un mouvement entre le schéma dynamique et les images. Donc, je crois que quand Bergson dit que la vie, c'est un effort, et l'idée du mouvement entre le schéma dynamique et les images est là. Mais c'est là que j'ai pas parlé de l'élan vital. Voilà. Après, c'est ce que je fais, si vous permettez, c'est pas une critique, c'est juste une suggestion pour que vous ayez d'autres entrées pour davantage appuyer ce que vous avez dit et qui est tout à fait fondé. Merci beaucoup. Il y a aussi d'autres questions. Il y a des personnes qui veulent parler. Oui. Excusez-moi, Catarina. C'est vous? Non, c'est Pablo. C'est vous, Pablo? Je renonce parce qu'il n'y a pas assez de temps. Ah oui, Pablo, la parole est à vous. J'aimais la présentation, surtout la question que vous avez soulevée, mais je vais essayer de changer un peu les registres bergsoniens de toute la formulation, si tu peux penser dehors du bergsonisme. C'est possible. Donc, c'est optimisme qui provient d'un positivisme du début du siècle XX, nous n'avons pas encore.
nous sommes dans le monde capitaliste. 120 ans après, nous sommes maintenant dans ce monde, dans ce système capitaliste qui est aussi positiviste, mais les deux, optimisme et pessimisme, sont contrebalancés. Oui? La distinction entre artificiel et naturel, nature et culture, il est presque dépassé par les êtres mixtes que nous n'avons pas encore, mais ils sont dans la file de production. Nous pouvons parler du film Les crimes du futur de David Cronenberg. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film. Et les autres de Cronenberg, c'est vision d'un être plus, non plus humain, mais non plus une machine, c'est un mix de les deux. Et la vision du désastre, de la fin, comme tu as parlé de les doubles pharmacies, c'est une chose que quand j'ai lu les deux sources, j'espérais ça, la fin de désir, de consommation, de luxe, tout ça pour un développement spirituel qui n'est pas arrivé encore. Je pense qu'il n'arrivera jamais. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces situations, je pense, pessimistes, s'il existe pour toi, et comme la création peut être posée, la création de la philosophie, la création de la science, la création de l'art que tu as parlé, tu as arrêté dans ces lignes, pour penser, par exemple, dans le système capitaliste, la pauvreté et la faim, qui sont les deux problèmes les plus importants qu'ils sont dehors d'un contexte personnel comme que tu as présenté maintenant. Merci. Tu as compris? Je n'ai pas. Comme ouvert pour penser, n'est pas pour répondre quelque chose Oui. déjà pensé, mais pour penser maintenant. C'était, pardon, du coup, que je n'ai pas très bien compris. Donc, je n'ai pas très bien compris. Désolé. Je vais reprendre la question. La question, oui. Quand nous pensons dans le contexte bergsonien de positivisme au début du siècle XX, c'est une situation, c'est un registre d'une vie, d'une espérance, d'un optimisme que nous n'avons pas encore. Nous sommes maintenant dans un système capitaliste où il y a un optimisme encore, mais le pessimisme est contrebalancé. Oui? Donc, si nous sortons de ces redons bergsoniens optimistes du début du siècle et nous positionnons dans ces places actuelles, nous pouvons penser, comme que nous pouvons penser la création philosophique, la science, de la technique, des objets artificiels, tout ça, de l'art encore, pour résoudre les problèmes de la pauvreté, de la faim et les autres problèmes de la santé, les problèmes réels et concrets que nous avons vécu dans les 2 derniers ans avec beaucoup de morts. Oui. Qu'est-ce que Bergson avait pensé de ça et que tu pouvais penser avec nous? Oui. Les commentaires, la question, si tu pouvais. Donc, c'est la question, je crois que d'après ce que j'ai compris, c'est que donc pardon? Non. Bergson peut nous aider aujourd'hui. D'accord. Nous aider. La philosophie peut nous aider en ce moment
ou la pauvreté, ou le capitalisme exorbitant, ces choses comme ça. Bergson est optimiste, mais Pablo, il demande qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Ah, Si vous oui, avez une oui. position sur la question. Ah, Bergson, comment Bergson aide, c'est ça? La philosophie de Bergson aide. Et si vous avez une position sur la philosophie bergsonienne et les contextes qui ont vivre maintenant, Mhm. le capitalisme, de la pauvreté, de la Covid, de la situation générale. Ah, d'accord. D'accord. OK. Bah, je crois que c'est toujours, comment? Bah, comment, donc, comment, donc, Bergson, donc, selon Bergson, donc, il y a un, comment dire, il y a deux, Excusez-moi, Kotaro. Est-ce non, qu'il y a deux hein? personnes encore à faire des Ah oui, questions? donc, il y a deux optimismes. Donc, l'optimisme superficiel qui croit pour les matériels, et l'autre, c'est l'optimisme bergsonien. Mais c'est toujours. Mais en fait, c'est pour Bergson, c'est la solution finale, c'est le mysticisme optimiste. OK. Donc, c'est toujours, et c'est l'individu qui fait ça, qui est, c'est l'individu qui est, comment dire, c'est l'individu qui est à la, comment dire, à la décision. Qui fait l'action, oui, oui. Qui est la décision Oui. de l'humanité. Après, donc selon Bergson, c'est si quelqu'un fait un pas, les autres suivent. Oui, oui. C'est ça. Donc, c'est toujours. Ah. Donc, c'est une. Bah, Je peux passer par l'autre ouais. question, parce qu'il y a deux personnes encore. Maria Oui. Adriana, on a quelques minutes encore. Et il y a l'autre question qui est au chat, dans le chat. Maria Adriana, vous pouvez faire la question, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Bonjour tout le monde, bonjour Kotaro. Merci pour votre riche présentation, pour ta riche présentation. Je voudrais des choses à dire et discuter. Je vais me restreindre, mais faire une question très précise. Je trouve très intéressante ta emphasis dans l'aspect de l'invention, né, du pouvoir créatrice de l'invention technique. Mais je pense qu'il y a une difficulté à penser cette pouvoir créatrice. Tu as fait quand même une identification entre l'expérience technique, l'expérience artistique et l'expérience morale. C'est pas que tu as identifié l'expérience technique avec deux autres expériences vraiment créatrices comme l'artistique et la morale. Mais cependant, l'expérience technique, réalise la nature, elle coupe, elle immobilise et elle a un but. Et d'autre côté, l'expérience artistique et l'expérience morale n'ont pas de but et elles vont dans le sens de l'intuition, dans le sens du mouvement, et non de la coupe, et non de l'immobilisation. Donc, je voudrais te voir parler un peu comment
on peut faire cette identification entre une activité spatialisante, une activité du rationnel, comme c'est la artistique, la morale. Tu as compris? Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est la comparaison de l'expérience technique avec les autres expériences, donc l'expérience artificielle, artistique et l'expérience morale. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, en fait, je n'ai pas vraiment approfondi ce point, mais je crois que c'est très intéressant parce que, comment, en fait, en fait, l'expérience technique suggère la différence entre les objets naturels et les objets artificiels. Parce que naturellement, comment dire, parce que les objets artificiels, ça fait créer des nouveautés, en fait, qui n'existent pas vraiment dans la nature. Par exemple, comment dire, donc, l'effet des instruments artificiels sur l'homme est saisi dans l'expérience technique. Mais en fait, donc, les instruments artificiels, ça crée de nouveaux besoins. D'accord. Mais, des nouveaux besoins, mais maintenant, donc, je reviens les œuvres d'art, aux œuvres d'art, et les œuvres d'art, ça crée des nouveaux sentiments D'accord. qui n'existent pas dans la nature. Mais j'ai pas assimilé l'expérience technique et l'expérience artificielle avec l'expérience morale. C'est juste, je crois qu'on peut comparer. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de définir le rapport entre l'expérience technique, l'expérience artificielle, l'expérience morale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment identifié, hein, mais Oui, d'accord, d'accord. ouais. Si on peut dire, l'expérience morale et artistique, elles vont directement dans l'essence du mouvement et de la création, et l'expérience technique fait un détour. C'est pas, il faut qu'on maîtrise la matière, et après ce maîtrisage, on peut créer de Pardon? J'ai compris. Voilà. J'ai pas. Pardon? Pardon, Ok. tu entends Ta Pas de comunicação problème. é coupée, Adriana, é coupée. On n'entend pas. Ah, entière. d'accord, mais c'est très instable, Internet. Pardon. Ah, pardon. c'est ton Internet? Je ne savais pas. Oui, d'accord. Attends. C'est bien, Maria Adriana? Tu es... Je peux faire une suggestion Oui, qu'Adriana Déborah. écrive pour Oui. Kotaro le reste de la question et vous discutez après sur le chat, ok? Oui, et Bruno Ratz, il a aussi une question. Je pense qu'on peut faire la même chose. Oui, c'est bon. En fait, C'est bon, Bruno? Oui, elle a fait la question que j'ai voulu faire, donc c'est bon. Je n'ai pas pris, j'ai pas compris, mais c'est bien. Merci beaucoup, Bruno. Alors,